Je suis très heureux de vous accueillir ici au nom de l'École normale supérieure pour la remise du prix Clarins du meilleur journal intime à Marc Crépon, que je suis très heureux de retrouver ici. Et je voudrais en quelques mots vous dire pourquoi le fait que la remise de ce prix se passe ici a quelque chose de nécessaire. Et c'est nécessaire pour plus d'une raison, mais c'est nécessaire. Ça n'est pas nécessaire seulement parce que Marc enseigne ici, parce qu'il a dirigé le département de philosophie, parce qu'il est toujours un pilier du département de philosophie, parce qu'il incarne, avec d'autres bien sûr, la philosophie à l'école normale supérieure, et parce que vous lui remettez un prix important pour un livre important, et donc c'est nécessaire. C'est nécessaire que ce soit ici. C'est nécessaire aussi pour nous, j'allais dire, personnellement, parce que vous lui remettez le prix du journal intime et nous sommes des amis intimes. Depuis toujours. Ouais, c'est toujours pour nous quand même, parce qu'on a un peu plus de 40 ans, mais pas beaucoup plus quand même. Donc ça veut quand même dire que ça fait longtemps. Donc c'est nécessaire pour ces raisons, mais ce ne sont pas les seules raisons. Et en fait, comme je veux être très bref, et c'est pas à moi de faire des discours, je vais passer la parole. Je ne fais que vous accueillir hein, au nom de l'école, et encore une fois, j'en suis très heureux, et l'école tout entière en est très heureuse. Et d'ailleurs, je salue Valérie Tess, qui est directrice adjointe lettres, et Perrine, qui est à côté d'elle, Simon Naoum, qui dirige le département de philosophie. Donc, je suis pas le seul à penser, évidemment, et Marc s'est retenu même d'inviter tous celles et ceux. Il pourrait y avoir 200 personnes dans cette salle, hein, 100 du côté de l'école, 100 du côté des amis et en plus les amis de votre fondation. Mais voilà, je suis très heureux, déjà pour les raisons que j'ai dites, mais ce n'est pas les raisons, et comme je vais être très bref, je voudrais concentrer sur les deux mots qui composent le titre de ton livre. Mais je pense que ce qui est important, c'est que l'intimité dans le journal intime, elle est écrite. Et que dans l'écriture du journal passent tous les enjeux du monde contemporain, passent la philosophie, la politique, l'intimité, les sentiments, les relations. Et je pense que c'est vrai dans tous les grands journaux intimes, c'est vrai de ce journal. Et je pense que ce mot journal porte aussi l'écriture. Il porte le quotidien, la vie, mais aussi l'écriture. Et recevoir ici un prix portant sur un livre, une écriture de l'intime où passent tous les autres enjeux, c'est évidemment nécessaire. C'est une école qui fait tout passer par l'écriture, par la recherche, mais personnelle, individuelle. Et la recherche et l'écriture ont à voir, mais voilà. Donc le journal. C'est vous qui parlerez du journal intime. Pourquoi vous faites un prix du journal intime? Vous nous l'expliquerez. Et puis il y a la Moldavie. Et je dirais, il y a une nécessité de l'écriture, et aujourd'hui, il y a une nécessité de la Moldavie. Et cette nécessité de la Moldavie, elle est aussi intime. Et je voudrais saluer Rodica, qui incarne ici la Moldavie, encore plus que Marc, j'allais dire. Même si bien sûr, le livre incarne la Moldavie, écrit la Moldavie. Et évidemment, pour nous toutes et tous, les amis de Marc et Rodica, c'est la Moldavie a toujours été nécessaire, incarnée, intime. Mais aujourd'hui, la Moldavie est nécessaire, c'est le nom de l'Europe. Aujourd'hui, c'est un des noms de l'Europe, avec l'Ukraine, avec le mot Europe lui-même. Et donc, évidemment, Journal de Moldavie, ça résonne aussi au cœur du monde contemporain. Ça résonne pour l'école normale, pour nos projets sur l'Europe, dont certains qu'on porte avec Marc, bien sûr, sur la philosophie européenne. Ça résonne avec un colloque qu'on fera la semaine prochaine, en mémoire d'un de nos amis communs, disparu il y a trop d'années, Pierre Asner, un colloque qu'on organise aussi avec Perrine. Pierre Asner qui était un grand Européen et qui avait accompagné aussi l'ouverture de l'Europe en 1989. En 2024, je pense que publier ce journal, mais Marc le dira, nous l'apprendra tout à l'heure, hein, je t'ai pas encore entendu parler de ton livre d'ailleurs, c'est pas seulement de l'intimité personnelle, des souvenirs, mais c'est évidemment un geste politique, c'est dire la nécessité de la Moldavie, la nécessité de sa liberté, de son indépendance, de sa place dans l'Europe, cette nécessité intime, cette nécessité politique. Et, je voulais vous dire que c'est cette double nécessité du journal et de la Moldavie qui font que le livre est nécessaire et que c'était nécessaire de l'accueillir ici, de vous accueillir tous, d'accueillir la Fondation. Je vais passer la parole à son président, Robert Thierry, d'accueillir Marc, Rodica, tous les amis des uns et des autres. Pour moi, il n'y a plus d'une nécessité et je suis très heureux que cette soirée ait lieu. Je vous remercie de nous avoir proposé de vous accueillir
Et donc je vous passe la parole à Monsieur Thierry en vous remerciant. Merci, Monsieur le Directeur. J'ai bien reconnu dans votre ton et dans votre accueil cet éditorial philosophique que j'écoute assez régulièrement sur France Culture, avec un plaisir évident. Donc merci, Monsieur le Directeur, pour votre accueil, cette possibilité de nous exprimer ici, d'exprimer une part de l'activité de la Fondation Clarence. Évidemment, il est vrai que nous souhaitions tous, comme vous l'avez souligné, que se tienne ici cette remise du prix, tant ce qu'il sous-tend est étroitement lié avec son lauréat. Je dirai donc quelques mots de la Fondation Clarence. C'est dans le silence de ce qui se joue réellement d'humain dans notre société en crise que nous avons voulu en faire apparaître les valeurs étouffées et tenter d'en retrouver les racines individuelles et collectives. Et cela depuis la création de cette fondation, assez récente, somme toute, puisqu'il y a 5 années. Il s'agissait de mettre en lumière les fils conducteurs d'un sens qui semble nous échapper, on le dit suffisamment, de les faire apparaître afin qu'ils contribuent à nous guider dans les bouleversements que nous vivons. Ainsi, dans le sillage d'une activité autour de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, au musée Jean-Jacques Rousseau, est née en 2018 la Fondation Clarence. Certes, le travail de pensée, enseignement et recherche, dont témoigne évidemment et hautement ce lieu où nous nous exprimons ce soir, ne cesse d'interroger directement ou indirectement un sens universel de l'humain. Pour ce qui est du projet de la Fondation Clarence, il nous a semblé que très modestement, avec des moyens mesurés, nous pouvions accompagner ce mouvement au plan social en soutenant et en interrogeant utilement quelques activités majeures, humainement éloquentes. Dans ces 5 années passées, nous l'avons fait dans différents domaines de la vie sociale. Les arts plastiques, le cinéma, le film documentaire, puisque nous remettons un prix du film documentaire, l'éducation, médecine et éthique, politique européenne et diplomatie. Ainsi, la Fondation Clarence tente-t-elle de répondre à ce que pourrait signifier le mot humanisme aujourd'hui, sans que celui-ci puisse de jour en jour davantage paraître désuet, naïf, pris ironiquement, vide de contenu, ou utilisé de manière médiatique et opportuniste. Heureusement, nombreux sont ceux qui jugent que plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin d'être à l'écoute de ces 3 syllabes. Humanisme. Quelque temps après la création de la Fondation, sous l'égide de la Fondation de France, j'ai donc ajouté ce beau mot, l'expression de Clarence pour l'humanisme. Ce mot, je le prononce ici, comme vous l'avez souligné, je le prononce avec un plaisir très particulier, tant je sais qu'il y résonne avec force, raison et confiance en l'humain confondus, sans renoncer jamais à comprendre et à défendre. Lors de la création de la Fondation Clarence, le journal intime fut notre première activité, née dans l'idée d'autobiographie. L'intériorité, la relation à l'autre, le relationnel, l'attention propre à une époque, la langue pour en rendre compte, sont quelques-unes des caractéristiques, des qualités qui en firent naturellement la marque de notre projet. Dans cet esprit, on peut comprendre la valeur que prend l'ouvrage couronné ce soir. Combien ce livre est important pour notre fondation, comme pour la revue Les Moments littéraires,
avec laquelle le prix a été fondé en 2019, dans l'intuition de la revue créée par Gilbert Moreau il y a 23 années, et qui ne cesse de porter le regard sur l'écrit intime et l'intériorité humaine. L'ambition humaine de ce prix nous permet aussi de comprendre l'empathie et l'esprit d'ouverture qui lie les membres du jury dans la compréhension de ce travail de sélection sous la houlette de son président que nous entendrons dans quelques instants. Le journal de Moldavie, cher Marc Crépon, je le dis vraiment avec beaucoup de sensibilité après avoir tourné longtemps autour de votre livre. Journal 1987-1988, juillet 2022. Le livre de Marc Crépon a été publié dans la collection jaune des éditions Verdier, dont l'esprit assonne si opportunément avec l'ouvrage. Je salue ici son représentant. L'esprit qui commence avec cette phrase « Ce qui importe, c'est qu'avec le monde, on fasse des pays et des langues, avec le chaos du sens. » Le journal de Moldavie a été écrit à l'occasion d'un service national effectué en Moldavie par Marc Crépon en 87 et 88. Ce journal, compagnon des bons et des mauvais jours, a été reconsidéré, vous nous direz exactement le mot qui convient, en 2021 et envoyé aux éditions Verdier en janvier 2022. Une maison d'édition pour laquelle ce journal intime se trouvait établir un effet de miroir et de concordance avec l'accablante actualité signée par l'invasion de l'Ukraine. La lecture de ce journal paru en mars 2023 fait vite apparaître, dans une fraîcheur, une vérité de ton immédiate, un regard qui peu à peu s'ouvre à la difficulté d'être et de respirer dans cette Moldavie soviétique, pays frère de la Russie, dont les hommes et les humains sont si présents et la politique si lointaine. Pour ce qui concerne ma propre lecture, et pour avoir passé en 1976 2 petits mois en Biélorussie, dans un stage linguistique, et dans une certaine inconscience des ruses de la société dans laquelle je me trouvais, j'ai été, bien sûr, particulièrement sensible au regard que Marc Crépon porte alors sur la Moldavie soviétisée, cette colonie opprimée, exploitée par le grand frère russe. Sensible que j'étais au regard d'une grande acuité, autorisée par une distance d'écriture lucide, en dépit d'un vécu quotidien de plus en plus pesant, sensible à une analyse aux formules saisissantes, emportant souvent dans leur souffle inspiré bien des études, des reportages partisans ou à courte vue d'une autre époque. Du fait de sa structure de journal, les nombreux thèmes qui s'y développent, à la taille, dans ce livre, à la taille pourtant réduite, permettent de mettre en lumière, à partir d'un regard et d'une réflexion singulière, la tension entre liberté et oppression, entre parole et violence, entre sensibilité et fermeture à l'autre, dans sa dimension individuelle et collective universelle. Voilà, je vous remercie et vous invite à écouter maintenant Gilbert Moreau et Marc Fréon. Monsieur le directeur de l'École normale supérieure, chers amis du prix Clarence Journal intime, chers membres du jury, tout d'abord, je voudrais à nouveau vous remercier pour nous accueillir au sein de cette prestigieuse école pour remettre le 5e prix Clarence Journal intime. Le journal intime a longtemps été considéré comme un genre mineur. Il le reste encore pour certains, hélas. Pourtant, un jour, un ancien élève de la rue d'Ulm a décidé d'orienter ses recherches, de consacrer sa vie et son énergie
à la promotion de l'autobiographie du journal intime. En effet, Philippe Lejeune, qui fut élève de l'ENS de 59 à 63, a enseigné la littérature française à l'université Paris-Nord et a publié de nombreux essais portant essentiellement sur l'autobiographie et le journal intime. Donc, je voudrais tout d'abord rappeler que ce prix a été créé par la revue Les Moments littéraires, une revue qui s'est consacrée depuis 25 ans à la promotion de l'écrit intime et plus particulièrement du journal intime, en publiant 2 fois par an des inédits, de journaux intimes, de correspondances, de récits autobiographiques, et en publiant aussi quelques hors-séries. Et ce prix a été créé en partenariat avec la Fondation Clarence, donc je tiens à remercier chaleureusement son président Robert Thierry pour son soutien. À l'occasion de la remise du prix, il est coutume de faire un bilan de la publication des journaux intimes durant l'année écoulée. Cette année, les membres du jury ont été amenés à lire 19 journaux intimes, soit 35 de plus que l'année précédente. Mais l'année précédente avait été une petite année en termes de nombre de journaux publiés. 19 soit 35. Non. On en a lu 19, soit 35% de plus que %. J'ai dû oublier le pourcent, excusez-moi. C'est bien. L'année d'avant avait été, en termes de nombre de journaux intimes publiés, une petite année, probablement à cause du contre-coup de la pandémie de Covid que nous avons tous connu, supporté, et comme vous êtes ici, surmonté. Une particularité de l'année 2023, c'est la présence de journaux intimes écrits à plusieurs. Il y a eu tout d'abord Invasion, journal d'Ukrainiens pacifistes au pluriel, écrit par un certain Henri Lyon-Holdy. Mais Henri Lyon-Holdy est en fin de compte un pseudonyme choisi par 2 écrivains ukrainiens de science-fiction, Oled Ladigensky et Dmitri Gromov. Et puis, il y a eu un autre journal intime écrit, cette fois-ci à 8 mains. Ils se sont mis à 4 pour écrire ceci. En fait, il s'agit d'une suite de journaux intimes tenus entre 1768 et 1885, successivement par 4 instituteurs d'une même famille picarde. Et c'est le dernier instituteur de cette lignée qui a retranscrit les passages des journaux qui avaient trait à l'école. C'est un livre absolument passionnant pour ceux qui s'intéressent à l'éducation. Ainsi, nous avons lu 19 journaux intimes, mais 23 auteurs. Ces auteurs, en fin de compte, sont essentiellement des hommes, à 80%. Et en termes de profession, de ces 23 diaristes, on trouve 8 écrivains, 4 instituteurs, les fameux de la bande picarde, 3 metteurs en scène de cinéma ou de théâtre, 2 musiciens, 2 journalistes, un philosophe, une étudiante, une femme politique, une actrice. Et les journaux publiés cette année ont été majoritairement tenus au XXe siècle, puisque c'est le cas de 13 d'entre eux. 3 avaient été tenus au XIXe et 3 au XXIe. Par ce rapide panorama, vous pouvez mesurer la grande richesse du genre, sa grande diversité et le travail qu'accomplissent les membres du jury. La création de ce prix par les moments littéraires avait pour objectif, bien évidemment, l'attribution d'un prix au journal intime que les jurys auraient le plus apprécié au cours de l'année écoulée. Mais c'était aussi la volonté de mettre en avant le journal intime. Et pour mettre en avant ce genre littéraire, nous présentons chaque année 2 sélections. Une première en juin, qui comporte 6 journaux intimes, parus entre octobre et le mois de mai, et une deuxième sélection en octobre, où on va choisir 4 titres, parmi les 6 titres sélectionnés en juin, auxquels on a rajouté tous les livres parus depuis mai. Alors avant de rappeler nos sélections, je voudrais remercier les membres du jury pour le travail effectué, pour la qualité des débats. Alors font partie de ce jury Daniel Arsan, écrivain, Monique Borne, enseignante honoraire de lettres classiques, Michel Brault, professeur de littérature française à l'université de Pau et des Pays de la Dour, Béatrice Commanger, romancière traductrice, Colette Félouz, écrivaine, Blandine Decaune, écrivaine, Robert Thierry, président de la Fondation,
et moi-même Gilbert Moreau, directeur de la revue Les Moments littéraires, qui est l'honneur et surtout le bonheur de présider ce jury. Donc, les sélections en 2023, en juin, 6 titres ont été retenus. Le journal de Moldavie de Marc Crépon, le journal d'une invasion d'Andrei Kourkov, les carnets d'une étudiante d'Emparé occupé de Jacqueline Loriot, maître d'école, journal d'une famille d'instituteurs. Alors je vais vous les citer quand même. C'est Pierre Maréchal, Jean-François Aimable Julliard, Jean-Louis Honoré Julliard et Louis Rustique Julliard. Il y a eu aussi le second volume du journal d'Alexandra Pizarnik. Et enfin, les lettres d'Alès d'Éden, le journal d'un roman de John Steinbeck. Que du beau monde. En octobre, dans notre sélection finale, nous retrouvons 2 livres de la sélection de juin, les journaux de Marc Crépon et de John Steinbeck, auxquels sont venus s'ajouter le journal Une résidence sur une plantation de Géorgie, 1838-1839 par Fanny Campbell, et journal 2003-2011 de Richard Millet, aux éditions Les Provinciales. Et en novembre, le jury se réunit et pour désigner le lauréat. Et au premier tour du scrutin, par 7 voix contre 1 au journal d'un roman de John Steinbeck, le prix Clarence Journal Intime 2023 était attribué au journal de Moldavie de Marc Crépon, publié aux éditions Verdier. Et je suis heureux de remettre au nom des membres du jury le prix Clarence Journal Intime à Marc Crépon. Merci. Voici donc, et puis je vous laisse la parole. Ouf. Donc, Monsieur le Président de la Fondation Clarens pour l'humanisme, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers amis, chers collègues. Depuis bientôt 40 ans que j'ai franchi pour la première fois les portes de cette école, sans imaginer alors que j'y passerais la plus grande partie de ma vie active, il m'est arrivé 1000 fois de prendre la parole dans toutes les circonstances possibles et imaginables. Mais je crois bien que c'est la première fois que je le fais pour adresser un discours de remerciement, et plus d'un remerciement en vérité. Je voudrais d'abord adresser mes remerciements à la Fondation Clarens elle-même, en la personne de son président. Je connaissais depuis quelque temps l'existence de ce prix dont un ami m'avait parlé, mais j'ignorais son lien avec une fondation dont l'objet explicite est de défendre des valeurs humanistes contemporaines face au nihilisme, en valorisant de grandes œuvres philosophiques, littéraires et artistiques qui en sont l'expression. L'apprendre ces derniers temps n'a pas peu fait pour contribuer à la fierté que j'éprouve en recevant ce prix. C'est une raison supplémentaire pour moi de remercier les membres du jury d'avoir prêté toute leur attention à ce journal de Moldavie et donc d'en avoir fait le lauréat du prix 2023 du journal intime. C'est aussi la raison pour laquelle, après avoir un instant hésité, je me suis rangé à l'idée du président du jury, Gilbert Moreau, d'organiser cette remise de prix dans les salons de l'École normale supérieure. Et je remercie son directeur, mon ami et mon collègue, le philosophe Frédéric Worms, avec qui beaucoup de ces 40 années fut partagé, de l'avoir accepté. Pourquoi était-ce finalement une bonne idée ? Parce que c'est peu dire qu'en passant directement à l'automne 1987, des couloirs de l'École normale supérieure, de ses salles de cours, de sa bibliothèque feutrée, de son internat, en passant donc directement de ce lieu protégé en Moldavie, j'arrivais dans un pays où ces valeurs humanistes n'avaient cessé d'être mises à mal depuis plus de 40 ans. Et ce que je devais découvrir
dont les pages de ce journal conservent la trace, ce qui devait me bouleverser et me bouleverse encore quand j'y songe, avec une infinie gratitude pour tous ceux et celles que j'ai croisés durant ces années-là. Eh bien, ce qui devait me bouleverse encore, tient à deux expériences, autant à l'une qu'à l'autre, comme le versant sombre et le versant lumineux d'une même médaille. D'un côté, la destruction nihiliste de ces valeurs, la brutalité des rapports sociaux, du contrôle de la population, de la surveillance et de la délation qui les manifestait. De l'autre, leur résistance dans des pratiques d'hospitalité, des gestes d'attention et de secours, qui étaient autant de contradictions apportées à la destructivité du régime. Des moments de vérité et des heures de liberté. Quelle liberté? Celle de s'approcher, de se parler, de se rencontrer, de s'aimer, qui étaient autant de défis apportés au règne de la servitude et du mensonge. Je me souviens de ces premiers mois de l'année scolaire 1987-1988, désarmé, profondément désorienté, isolé, sans la ressource d'un proche, d'un ami à qui me confier, mais pas tout à fait démuni pour autant. Je me souviens de ce journal comme d'un substitut à toutes les lettres que je ne pouvais pas adresser, aux appels que je ne pouvais pas donner. Je me souviens de son écriture de survie comme d'une bouée de secours pour garder, grâce aux mots qui sauvent, le cap de ses valeurs humanistes, que des années de lecture, l'histoire, la littérature, la philosophie, telles qu'on les cultive dans cette école, m'avaient appris à tenir. C'est dans les rayons de sa bibliothèque que je trouvais ces années-là, avant de partir, les livres, les langues, dont la mémoire me revenait en écrivant ce journal durant l'année 1987-1988. Et voilà pourquoi je suis heureux de recevoir le prix Entre ces murs. Mon dernier remerciement sera aux éditions Verdier, l'éditeur de Chalamov et de Patochka, des récits de la Colima et des essais hérétiques sur l'histoire, et de tant de livres de littérature et de philosophie. Je rêvais depuis longtemps de publier un livre aux éditions Verdier. Je n'ai donc pas cherché d'autres éditeurs. Je n'ai adressé qu'à cette maison d'édition courageuse, dont tous les choix éditoriaux, les collections me parlent, le manuscrit de ce journal, et je ressens une profonde gratitude pour la confiance qu'ils m'ont accordée en le publiant. Un dernier mot avant de lire, comme j'ai été invité à le faire, un passage du journal de Moldavie. Lorsqu'en décembre 2021, j'ai commencé à transcrire ces pages que je n'avais pas ouvertes depuis plus de 30 ans, je n'imaginais pas que 2 mois plus tard, le 24 février 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie avec son cortège d'exactions, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité lui donnerait l'actualité d'un rappel. Quel rappel? Celui de la prédation du pouvoir central soviétique sur les républiques périphériques. Nous avions minimisé le pouvoir de destruction des nostalgiques de ces prédations, à commencer par le maître du Kremlin. Mon dernier mot sera pour ces valeurs humanistes. J'ai conscience de recevoir, dans une école qui les transmet, des mains d'une fondation qui les défend, dans un monde qui les malmène, ce prix du journal intime. Je le reçois avec gratitude, comme le vecteur d'une double incitation. Ne rien lâcher, quoi qu'il arrive, de cette transmission qui est mon métier et de cette défense qui le soutient. Je vous remercie. Donc je vais
pour finir, vous lire deux passages, comme j'ai été invité à le faire, l'un du journal de 87-88 et un autre du journal de juillet 2022. Kishinev, à l'époque on disait Kishinev, hein, c'était encore le temps de l'Union soviétique. Kishinev, samedi 14 mai 1988. Était-ce difficile pour toi de vivre dans notre pays, me demandes-tu alors que l'année s'achève? J'hésite un instant à te répondre avant de t'avouer ce que j'ai confié à ces pages. La longue traversée de l'hiver, toutes les stratégies déployées pour résister à l'abattement quand l'eau, le chauffage, l'électricité, tour à tour manquaient, quand le sommeil se retirait et l'estomac se nouait. Je te parle de la compensation heureuse des poignées de main, du sourire des étudiants dans les couloirs de l'université, remplis d'une compréhension tacite, de la joie des tables dressées à l'improviste et des efforts pour la garnir, des marques d'hospitalité, dont je me défendais malgré beaucoup d'avertissements de mettre en doute la sincérité. Je t'explique comment il a fallu me garder de soupçonner tous ceux qui s'approchaient de moi et réclamaient un simple échange, sous peine de les réduire à des instruments d'un système de contrôle et de surveillance en leur déniant toute spontanéité et toute liberté. Il a fallu que cède en moi ce qui me retenait de parler, quand au hasard des rencontres on exigeait mes impressions. Dites-nous ce que vous pensez de notre pays, ce que vous aimez et n'aimez pas, ce qui vous plaît et ce qui vous choque. Il a fallu que craquelle la croûte de silence dans laquelle j'enfermais tout événement, toute émotion, venu me tirer d'une culture et d'une connaissance très éloignées de la réalité. Tu voudrais en savoir davantage, comment je suis venu jusqu'ici, comment j'en repartirai, ce que j'ai gagné et ce que j'ai perdu. Témoigner exige un difficile désistement. Il faut acquérir la liberté d'avancer à découvert, de l'autre côté des remparts, dans la plaine où les bornes reculent à mesure qu'on croit progresser. Préférer l'incompréhensible à la sécurité d'un jugement précipité. Le témoignage a pour privilège de préserver dans le langage, à l'envers de toute capitulation, la dimension d'une parole risquée suspendue entre deux abîmes d'indifférence. L'égoïsme des idées toutes faites et l'arrogance d'une pensée sûre d'elle-même qui s'adresse à un public déjà conquis, qu'elle protège et prémunit de s'aventurer dans des contrées où il n'existe pas d'abri. Mais comment se déprendre de ses propres points de repère et se rendre disponible pour les êtres et les choses dont il importe de se laisser atteindre. Et puis donc maintenant, pour finir, ce passage qui date de juillet 2022 et que j'ai retenu parce qu'il parle effectivement de la guerre en Ukraine. Kishinev, vous voyez plus Kishinev, Kishinev, c'est ça la différence. Kishinev, vendredi 15 juillet. Grande promenade dans la ville aujourd'hui. Et ce qui m'apparaît aussitôt comme une clé pour comprendre la situation politique de la Moldavie au bord de la catastrophe est la prégnance de la question des langues. Ce que les Russes présents sur le sol ukrainien comme sur le sol moldave n'ont jamais accepté est qu'après l'indépendance, leur langue ne soit plus le centre de la vie publique, politique et intellectuelle. S'ils rêvent de la restauration de l'Empire soviétique dans ses frontières, c'est pour se libérer une fois pour toutes des langues qu'ils n'ont jamais voulu apprendre, ou plus exactement, dont ils n'ont jamais considéré que l'apprentissage était une nécessité, sinon une exigence éthique et politique. La question des langues en Ukraine, en Moldavie, en Géorgie, constitue ainsi le baromètre pour comprendre à quel point l'Empire soviétique était un empire colonial, brutal, méprisant à l'égard des cultures dont il n'avait d'autre vocation que de les folkloriser via quelques traditions, quelques ensembles prestigieux qu'il s'attachait à produire un peu partout sur le territoire et à l'extérieur de ses frontières, comme un attachement en réalité factice et très asymétrique à la diversité. Et si tout cela était une affaire de paresse linguistique, de résistance à la traduction, et si dans le fond, toutes les tensions explosives
qui ont conduit la population russophone à la guerre, à la concevoir comme une guerre de libération, venaient de ce que, résidant en terre ukrainienne, mais c'est la même chose en Moldavie, elle n'aura, du temps de l'Union soviétique, jamais été incitée, encore moins encouragée par le pouvoir central à apprendre et à parler d'autres langues que le russe. Il n'est pas interdit de rêver dès lors d'une autre politique des langues, même si c'est trop tard. Celle qui aurait imposé cet apprentissage, exiger des Russes le même bilinguisme qui s'imposait à tous les autres, contraints de parler la langue de Moscou, à l'école, à l'université et dans toutes leurs démarches administratives. Ce ne fut évidemment pas le cas, tant s'en faut. Tant cette idée est contraire à la logique impériale, c'est pourquoi ce rêve ne vaut pas seulement pour l'Empire russe puis soviétique, mais pour tous les empires, dont l'absence de considération pour la langue ou les langues des autres aura été partout le plus sûr vecteur de l'injustice et de la violence. La guerre se rapproche. Hier, ce fut une ville d'Ukraine non loin de la frontière moldave qui fut bombardée. De nombreux réfugiés y avaient trouvé asile. S'il fallait un signe supplémentaire de la politique de terreur délibérée du maître du Kremlin et de ses généraux, cette persécution des déshérités de la guerre jusque dans leur havre de paix, très relatif, suffirait à en convaincre. Grande tablée ce soir sur la terrasse, sous la pampre, au seuil de la maison avec nos amis de toujours. Le vin de l'année coule abondamment, les feuilles de vigne farcies, le fromage de brebis, les salades d'été, la viande fumée, entretiennent la continuité d'une hospitalité, d'un partage qui ne se sont jamais démentis d'année en année. Je songe dès lors à tous ceux qui ont partagé ces tablées festives, dont beaucoup ne sont plus là, emportés souvent prématurément par la maladie, l'alcool, les accidents de la vie, la guerre demain. Voilà, je m'arrête.